Chères étudiantes, chers étudiants, bonjour. Dans cette séance, on va essayer de voir un ensemble d'exercices sur les listes chaînées. Commençons tout d'abord par le premier exercice, écrire un programme C qui permet de créer et de lire une liste chaînée d'entiers et affiche ensuite ses éléments. La structure utilisée pour les cellules de la liste doit être constituée d'un entier et un pointeur sur la structure de la liste. On a ici une liste chaînée et on veut afficher l'ensemble des éléments de la liste. Dans cet exercice, on va essayer de se familiariser avec la notion de liste chaînée. Comme rappel, une liste chaînée est composée d'un ensemble d'éléments qu'on appelle ici des cellules. La première chose à faire lorsqu'on traite un exercice sur les listes chaînées est de définir le type de cette cellule. Bien évidemment, ce type ne sera pas un des types prédéfinis du langage C, mais on aura à le créer selon le besoin de l'exercice en utilisant les structures. On veut donc, pour cet exercice, construire une liste chaînée qui contient des entiers, un seul par cellule, et qui doit en plus avoir un pointeur dans chacune de ces cellules pour créer la liaison entre elles afin de pouvoir se déplacer tout au long de la liste chaînée. Et comme ce pointeur doit contenir l'adresse d'une cellule, et si on appelle la structure utilisée cellule, le type de ce pointeur sera alors struct cellule étoile. Après la définition du type de la cellule, donc pour les lignes 3 jusqu'à 7, on demande à l'utilisateur d'entrer le nombre d'éléments avec lesquels il souhaite travailler et qui sera lu dans la variable n. Pour une liste chaînée, il faut toujours garder dans l'esprit qu'un pointeur vers la première cellule de la liste doit être gardé quelque part, en général dans un pointeur de type struct cellule étoile, qu'on appelle ici tête. Pour pouvoir abriter les n éléments qui seront entrés, on aura besoin de créer une liste chaînée composée de n cellules, et ceci, bien sûr, sera fait manuellement. Donc, pour ainsi faire, on va utiliser une boucle for à n itérations pour les lignes 15 jusqu'à 22. La création d'une cellule sera réalisée d'une façon dynamique. Comme ça, on pourra créer autant de cellules que l'utilisateur en aura besoin. On va se servir donc de la fonction malloc qui va prendre comme paramètre sizeOf de struct cellule, puisqu'on veut créer un seul élément de type struct cellule, et on convertit la valeur renvoyée par malloc vers le type du pointeur P par le biais de struct cellule étoile, ligne D7. La cellule créée est maintenant pointée par P. Pour lire son composant entier, on peut accéder en utilisant étoile P.A, ligne 18. La première cellule créée, vu sa position dans la tête de la liste, bénéficiera d'un traitement différent. On doit seulement garder son adresse dans le pointeur tête, ligne 19. Pour assurer la liaison entre les différentes cellules, on doit toujours avoir sous la main l'avant-dernière cellule créée. Concrètement, un pointeur Q sur elle sera conservé. Cette cellule doit contenir un pointeur sur la dernière cellule créée P. Pour réaliser cette liaison, on doit mettre l'adresse P dans la partie suivre, qui est réservée au pointeur dans la structure cellule. Dans la cellule pointée par Q, ligne 20, il faudra garder à jour le pointeur Q en lui affectant l'adresse de la cellule dernièrement créée en guise de préparation pour la nouvelle itération, ligne 21. Après la sortie de la boucle for, on doit mettre le pointeur suivre de la dernière cellule à nul pour signaler ainsi la fin de la liste, ligne 23. Pour afficher le contenu de la liste, il faudra la parcourir. Généralement, ceci est fait à l'aide d'une boucle while et on commence par son premier élément qui est pointé par tête et avec lequel on va initialiser le pointeur Q qui va servir à parcourir la liste. Donc, ligne 25. Après qu'on a entré dans la boucle, on va afficher à chaque fois le contenu de la cellule pointée par Q, puisque P pointe vers une cellule, donc cette cellule est la variable étoile Q qui est de type struct cellule. On peut accéder donc à son élément entier
par étoile Q.A, ligne 28. Pour passer dans l'itération qui suit vers la cellule contiguë, on affecte à Q le pointeur vers cette cellule qui est étoile Q.suivre, ligne 29. Ce processus va se répéter jusqu'à ce qu'on arrive à la dernière cellule qui est marquée par le pointeur nul dans sa partie suivre. Alors, on passe à l'exécution. Donc, donner le nombre d'éléments de la liste. Donc, supposons qu'on a un nombre d'éléments est égal à 3. Donner les éléments de la liste, par exemple, le premier élément 10, le deuxième élément 20, le troisième élément 30. On a les éléments de notre liste 100, 10, 20, 30. On passe au deuxième exercice. On définit une matrice creuse comme étant une matrice dont plus que la moitié des éléments sont nuls. On a ici une représentation d'une matrice creuse. Pour minimiser l'espace occupé par ce type de matrice, on choisit de les représenter sous forme d'un tableau de liste chaînée, de sorte que la ième liste chaînée contienne des éléments non nuls de la ligne I de la matrice et chacun d'eux accompagné du numéro de la colonne où il se trouve. C'est-à-dire, on a ici T de 0, c'est-à-dire la représentation de la première ligne de la matrice, T de 1, la représentation de la deuxième ligne de la matrice, et T de 2, la représentation de la troisième ligne de la matrice. Et on met aussi ici les éléments non nuls pour chaque ligne. On a ici 3, c'est un élément non nul dans la première ligne de la matrice. Sa position est 0 pour la ligne et 0 pour la colonne. On a ici l'élément 1 qui est non nul dans la première ligne de la matrice creuse. Son emplacement est dans la ligne toujours 0 et la colonne 4. La même chose pour les autres lignes. Alors, pour les tâches à faire, définir la structure qui sera utilisée pour les cellules des listes chaînées. Ensuite, transformer une matrice M de taille N fois M en tableau de liste chaînée T, comme défini précédemment. Et finalement, afficher un élément M de IJ à partir de T. Dans cet exercice, on va utiliser un tableau de liste chaînée pour représenter une matrice creuse. Chaque liste dans ce tableau va contenir les éléments non nuls de la ligne correspondante de la matrice, ainsi que leur indice de colonne pour conserver la position qu'elle occupe dans la matrice. Les cellules constituantes des listes chaînées seront des structures composées de 3 éléments, 2 entiers, indice et valeur, le premier pour l'indice de la colonne où il se trouve l'élément non nul, et le deuxième pour la valeur de ce dernier, et un troisième composant qui est un pointeur sur une cellule et qui va servir de liaison entre les cellules de chaque liste chaînée et il sera appelé suivant, ligne 3 jusqu'à 8. Le tableau de liste chaînée, qu'on appellera T, est un tableau à une dimension de pointeur sur le type struct cellule. Sa taille est la même que le nombre de lignes de la matrice creuse appelée M. Ce tableau peut être un simple tableau statique, mais dans cet exercice, on va utiliser un tableau dynamique qu'on créera en utilisant la fonction malloc, ligne 21. Après la lecture de la matrice M et l'allocation de l'espace mémoire pour le tableau T, viennent la création et le remplissage des listes chaînées et leur association à la position adéquate du tableau T. Pour ceci, on va parcourir les lignes de la matrice M avec une boucle for de compteur I, et pour chaque ligne, on va se servir d'une deuxième boucle pour rechercher les éléments non nuls dans celle-ci, et chaque fois qu'on en trouve un, on crée une cellule en utilisant la fonction malloc, puis on affecte à son composant indice le numéro de colonne J, et au composant valeur, on affecte M de I, J, ligne 29 jusqu'à 31. Cette cellule va être assemblée avec les autres cellules créées pour la même ligne afin de construire une liste chaînée en procédant comme décrit dans le paragraphe suivant. Comme on a vu dans l'exercice précédent, le premier élément d'une liste chaînée est traité séparément des autres pour la seule raison qu'il n'est pas pointé par le composant suivant d'une autre cellule, mais plutôt par le pointeur qui représente la liste chaînée. Donc, à chaque fois qu'une cellule est créée, on vérifie si elle, la première en utilisant une variable OK, initialisée par 0, et qui prendra la valeur 1 une fois la première cellule est créée. Ligne 40. Le pointeur P récupéré
en réservant l'espace mémoire à une cellule, sera affecté à T de I pour la première cellule, ligne 39, et aux composants suivants de la cellule qui vient juste avant pour le reste des cellules, ligne 35. Ceci impose de garder à portée de main un pointeur sur cette dernière. Dans le programme, elle est conservée dans le pointeur Q, ligne 42. Il est très important d'initialiser les composants suivants des cellules créées par nul pour s'assurer que ce composant suivant est égal à nul pour la dernière cellule de la liste chaînée. Et de même pour les T de I, ils doivent à leur tour être initialisés à nul pour pouvoir signaler qu'une liste est vide dans le cas où une ligne de la matrice est complètement constituée de 0, ligne 24. Une fois que le tableau des listes chaînées est créé, on va demander à l'utilisateur d'entrer les deux indices I et J d'un élément de la matrice M et on va l'afficher à partir du tableau T. Pour faire ceci, on va aller à la liste chaînée T de I qu'on va parcourir à l'aide d'un pointeur P et une boucle while, ligne 48 jusqu'à 57. Pour chaque cellule pointée par P, on vérifie si son composant indice est égal à G, et si c'était le cas, on affiche le composant valeur de la même cellule et on quitte la boucle while, ligne 50 jusqu'à 55. Dans le cas où cet indice n'a pas été trouvé dans la liste, on va conclure que l'élément à la position ou indice I et J de la matrice M est nul. Après la boucle while, on peut facilement détecter si l'indice a été retrouvé ou non en comparant P avec la valeur nulle, qui voudra dire que la boucle a arrivé à la dernière cellule sans trouver cet indice et a essayé de chercher dans la cellule suivante et qui n'existe pas bien sûr. Dans ce dernier cas, on affiche 0 en utilisant la fonction printf, ligne 58. On passe à l'exécution. Donc, donner le nombre de lignes et de colonnes. Donc, supposons qu'on prend l'exemple précité. On a un nombre de lignes est égal à 3, un nombre de colonnes est égal à 6. Entrez les éléments de la matrice. Donc, pour la première ligne, on a les éléments 3, 0, 0, 0, 1 et 0. Pour la deuxième ligne, on a 0, 5, 0, 7, 0 et 0. Et pour la dernière ligne, on a 0, 0, 9, 0, 0 et 4. Alors, donner la position de l'élément à afficher, supposons qu'on veut afficher l'élément dans la ligne 2 et la position et la colonne plutôt 2. Donc, cet élément est égal à 9. Donc, on a ici l'affichage de 9. On passe au troisième exercice, écrire un programme C qui crée et lit une liste chaînée d'entiers, et lit ensuite un entier et une position et insère l'entier dans la position précisée. Dans ce troisième exercice, il est demandé de créer et de remplir une liste chaînée d'entiers, puis d'insérer un entier dans une position donnée. Donc, après la définition de la structure cellule qui va servir pour la construction de la liste chaînée, ligne 3 jusqu'à 7, on va demander à l'utilisateur d'entrer le nombre d'entiers que va contenir la liste et on procédera ensuite à leur lecture, chose qui se fera en parallèle avec la création de la liste. Comme il en est l'habitude, on va utiliser la fonction malloc pour créer les cellules, puis lire l'entier vers le composant entier de la cellule, et on terminera par l'assurance de la connexion de la cellule créée avec les autres cellules, ligne 16 jusqu'à 27. Tout ceci en se servant d'une boucle for. Une fois la liste chaînée est créée, on va lire l'entier à insérer et la position d'insertion vers les deux variables B et pose. Insérer un élément dans la position pose revient à récupérer les deux pointeurs P et Q sur les cellules dont les deux positions sont pose et pose plus 1, puis créer la nouvelle cellule R en utilisant la fonction malloc et faire pointer le pointeur de la cellule Q
qui est étoile Q point suivant sur la nouvelle cellule R et celui de R sur la cellule P, ligne 45 et 46. Il faut remarquer que toutes les cellules de la liste chaînée, à l'exception de la première, sont précédées par une cellule et pointent sur une autre, y compris la dernière cellule qui pointe sur nul. Ceci implique la nécessité de traiter différemment le cas d'insertion d'une cellule dans la première position. Si on souhaite insérer la nouvelle cellule R au début de la liste, c'est-à-dire dans le cas où pose est égal à 0, il suffira de faire pointer étoile R point suivant sur la première cellule qui est liste, puis signaler que la première cellule deviendra R, et ceci en affectant à liste le pointeur R, ligne 32 jusqu'à 36. L'ordre de ces deux opérations est important et doit s'effectuer comme mentionné ici. Pour déterminer les deux cellules précitées Q et P, il suffira d'utiliser une boucle for allant de 0 à pose -1 en veillant à ce que la cellule dans la position actuelle soit pointée par Q et que P reçoit l'adresse de la cellule qui suit Q et qui est étoile Q point suivant. Cette valeur de P doit être prise par Q dans l'itération qui suivra pour assurer que Q représente toujours la cellule dans la position I, où I est le compteur de la boucle for, donc ce qui est représenté dans les lignes 39 jusqu'à 44. Pour terminer le programme, on affichera la liste après l'insertion du nouvel élément pour pouvoir observer la modification introduite, donc ligne 49 jusqu'à 56. On exécute alors entre le nombre d'éléments de la liste, par exemple 4 éléments, entre les éléments de la liste, donc on a 10, 20, 40, 50, entre l'entier inséré et la position d'insertion, supposons qu'on veut insérer l'élément 30 dans la position 2. Alors on a les éléments de la liste après l'insertion de l'entier 30, donc on a 10, 20 et l'insertion de 30 dans la position 2, ensuite on a 40 et 50. Passons au quatrième exercice, écrire un programme C qui crée et lit une liste chaînée d'entiers, puis supprime de cette liste toutes les occurrences d'un entier entré par l'utilisateur. Dans ce quatrième exercice, on va lire des entiers vers une liste chaînée et on va supprimer de cette dernière toutes les occurrences d'un entier entré par l'utilisateur. Et comme on a l'habitude, jusqu'à ici, le premier élément de la liste nécessite un traitement particulier lors de l'opération de suppression. En plus de ceci, s'ajoute le problème de transition entre les cellules de la liste chaînée et qu'il y aura 3 modes selon le cas. Cas où on supprime le premier élément de la liste et cas où on supprime un élément au milieu ou en fin de la liste et finalement cas d'une simple transition sans aucune suppression. Pour cette partie du programme, on va utiliser une boucle while et un pointeur P pour parcourir la liste chaînée, liste, qui est représentée dans les lignes 32 jusqu'à 54. Si le premier élément de la liste contient l'entier qu'on souhaite supprimer de la liste, on va affecter à liste le deuxième élément qui est étoile P point suivant, puis on libérera l'espace mémoire occupé par le premier élément qui est toujours pointé par P en faisant appel à la fonction free ligne 39. Une fois cet espace est libéré, il faudra réinitialiser la valeur de P en lui affectant de nouveau le pointeur liste pour pouvoir vérifier sa nouvelle valeur dans la prochaine itération, ligne 36 jusqu'à 41. Pour supprimer un élément au milieu ou à la fin de la liste chaînée, il faudra tenir à portée de main un pointeur Q sur la cellule juste avant P. Et on va faire pointer le pointeur de la cellule Q sur la cellule juste après P, à savoir la étoile P point suivant. Puis, on libérera l'espace occupé par P
et on réinitialisera ensuite sa valeur par l'adresse de la cellule qu'on doit tester dans l'itération suivante et qui est étoile Q point suivant, ligne 42 jusqu'à 47. Il faut noter que même si aucune mise à jour du pointeur Q n'apparaît avant le bloc qu'on vient de décrire, pour les lignes 42 jusqu'à 47, le pointeur Q sera forcément mis à jour dans les dernières lignes de la boucle while avant d'avoir à exécuter ce bloc. Car le fait de parler d'un élément au milieu de la liste veut dire qu'on a déjà passé sur des cellules non supprimées et c'est à cet instant que le pointeur Q sera mis à jour. Dans le cas où la cellule P ne doit pas être supprimée, il suffira de mettre à jour le pointeur Q et de faire pointer P sur la cellule qui suit, ligne 49 jusqu'à 53. On terminera le programme par l'affichage de la liste chaînée. Après avoir supprimé toutes les occurrences de l'entier entré par l'utilisateur pour observer le résultat, ligne 55 jusqu'à 62. On passe à l'exécution. Entrer le nombre d'éléments de la liste, donc supposons qu'on a un nombre d'éléments est égal à 6. Entrer les éléments de la liste, par exemple 10, 20, 30, 10, 40 et 10. On a entré l'entier à supprimer, supposons qu'on veut supprimer l'élément 10. On a les éléments de la liste après la suppression des occurrences de 10, 100, 20, 30 et 40. C'est-à-dire que notre programme a supprimé toutes les occurrences de l'élément qui est égal à 10. On passe au cinquième exercice, écrire un programme C qui inverse une liste chaînée en manipulant seulement ses pointeurs de liaison. L'idée pour ce cinquième exercice est de parcourir la liste chaînée et pour chaque cellule associée à son composant pointeur l'adresse de la cellule qui la précède au lieu de celle qui la suit. Pour faire pointer le pointeur d'une cellule P sur la cellule qui la précède, il est clair qu'on doit garder un pointeur sur cette dernière, qu'on a appelée Q. D'un autre côté, sachant que du moment où ce changement prend place, la liaison avec le reste de la liste sera détruite, d'où la nécessité de préserver l'adresse de la cellule suivante avant d'altérer la valeur du composant suivant de la cellule P. Cette adresse sera gardée dans le pointeur R, ligne 27. Dans le cas où P correspond à la première cellule, on va affecter à son pointeur la valeur nulle, puisque cette cellule deviendra la dernière dans la liste inversée, ligne 28 et 29. Et pour les autres cellules, il suffit de leur affecter Q, l'adresse de la cellule précédente, ligne 30 et 31. Pour assurer le parcours complet de la liste chaînée, il faudra affecter à P le pointeur R qui contient l'adresse de la cellule suivante, ligne 33. Finalement, il ne faut pas oublier d'affecter l'adresse de la dernière cellule parcourue au pointeur liste, car elle représente à cet instant la nouvelle entrée de la liste chaînée, ligne 35. On exécute. Donc, donner le nombre d'éléments de la liste, supposons qu'on a un nombre d'éléments est égal à 5. Entrer les éléments de la liste, par exemple 1, 3, 5, 7 et 9. Donc, les éléments de la liste après l'inversement, 9, 7, 5, 3 et 1. C'est-à-dire que notre programme inverse tous les éléments de la liste chaînée. On passe au dernier exercice, écrire un programme C qui, à partir des éléments d'une liste chaînée, crée deux autres listes telles que la première contient les nombres pairs et la deuxième ceux impairs. Dans ce dernier exercice, on va découvrir comment on peut créer et remplir des listes chaînées en parallèle. Comme exemple d'application, on va construire des listes chaînées de façon à ce que l'une d'entre elles contienne les nombres pairs et l'autre ceux impairs, parmi les éléments d'une liste d'entiers. Pour l'affichage des trois listes, on va utiliser une fonction affichée
qui prend comme paramètre le pointeur sur la première cellule d'une liste chaînée, qui est ici, soit liste, pair ou impair, et affiche tous les entiers contenus dans celle-ci. Le programme commencera par la lecture des entiers entrés par l'utilisateur vers une liste chaînée appelée liste. La création de cette dernière va suivre la méthode usuelle qui consiste dans un premier temps à déclarer le pointeur liste qui représentera le point de départ de la liste chaînée, puis à l'aide d'une boucle for, créer les cellules en utilisant la fonction malloc et en veillant à assurer la liaison entre celles-ci. Les cellules adoptées pour cet exercice sont des variables de structure à deux composants. Le premier est un entier et le second un pointeur qui liera les cellules afin de construire la liste chaînée. Chaque fois qu'une cellule est créée, on lit son composant entier A avec scanf et on initialise son pointeur avec la valeur nulle, puis on l'ajoute à la queue de la liste en affectant son adresse au pointeur de la cellule créée juste avant elle, à l'exception de la première cellule dont l'adresse doit être affectée au pointeur liste. Une fois la liste est remplie, on procédera à la création des deux listes chaînées pair et impair qui sont dans l'ordre la liste des nombres pairs et celle des nombres impairs. Pour ceci, on va utiliser une boucle while et un pointeur p pour parcourir la liste chaînée liste. Et pour chaque cellule étoile P, on créera une copie étoile PP et selon la parité de l'entier étoile P.A, on va ajouter la cellule étoile PP à la liste correspondante. La comparaison de pair ou impair avec la valeur nulle est pour voir si la liste est toujours vide ou non, car dans ce cas, l'ajout de la cellule étoile PP est différent. Le processus d'ajout de la cellule étoile PP à l'une des listes, pair ou impair, nécessitera de garder un pointeur sur la dernière cellule de chacune des deux listes, ce qui est exactement le rôle des deux pointeurs Q1 et Q2. On passe à l'exécution. Entrez la taille de la liste, supposons qu'on a une liste avec 8 éléments. Entrez les éléments de la liste